Maud l'icône. On va t'appeler comme ça. Ouais. J'adore, ça te fait toujours rire aux éclats. Donc, je trouve ça très mignon. On a loupé l'épisode de la semaine dernière, mais pour une bonne raison, c'est qu'il fallait parler de cette extraordinaire décision de la Cour de cassation, et il fallait que tu bosses un peu le sujet, qui annule la mise en examen d'Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République. Oui. Et donc, beaucoup de gens ont été complètement stupéfaits par cette décision qui garantit une forme d'impunité au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon toi? Bon, alors déjà, il faut être précis. La Cour de justice est saisie de 2 chefs d'accusation, on va le dire comme ça pour simplifier, mise en danger d'autrui et abstention de combattre un sinistre. On a d'ailleurs beaucoup entendu Divisio sur le sujet à un moment parce qu'effectivement, je le rejoins assez, c'est un chef d'accusation un petit peu plus qui tient mieux. Et il faut savoir que Madame Buzyn avait été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et pas pour abstention de combattre un sinistre. Et c'est cette mise en examen qui a été annulée, qui lui, d'ailleurs, qui n'aboutit pas à rien, qui aboutit à lui faire bénéficier du statut de témoin assisté. Donc ça ne veut pas dire non plus fin des poursuites. Il faut être précis là-dessus. Mais donc la mise en danger de la vie d'autrui, c'est une infraction très particulière. On a eu pas mal de flou au début, parce qu'en fait c'est un fait volontaire, mais qui est aussi une forme d'abstention. Donc c'est une infraction intentionnelle, mais qui par inaction. Par inaction, mais pas n'importe quelle inaction. Il faut qu'il y ait une faute caractérisée. Pour que la faute soit caractérisée, il faut qu'elle repose sur un texte de loi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une obligation textuelle, loi ou règlement, et qu'en plus cette obligation soit extrêmement claire. Donc on va prendre un truc basique, un excès de vitesse. Voilà, on a une limitation de vitesse, c'est clair, c'est pas un petit peu comme si à droite à gauche, non, c'est 130 sur l'autoroute. Voilà, si on est à 200, potentiellement on a un des éléments matériels de l'infraction. La difficulté là, c'est que le travail des ministres, il est encadré par la Constitution, on n'en parle même pas, il n'y a rien. Et après, il y a quelques textes, mais qui n'ont pas vraiment créé d'obligations très précises. Enfin, tu dis il n'y a rien, je vais quand même te taquiner. Il y a quand même une doctrine depuis la Révolution française selon laquelle le chef du département ministériel est là pour mettre en place une politique au service de l'intérêt général. Oui, mais la difficulté, c'est que, d'abord, est-ce que c'est une loi? Non. Est-ce que c'est un règlement? Non. Une doctrine, c'est qu'une doctrine. Et en plus, il faut que l'obligation soit absolument... Enfin, en tout cas, c'est pas une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Il faut que l'obligation soit extrêmement claire. Et là, quand on est sur du politique, on est forcément sur... Donc je dis pas que c'est juste, hein. Je dis simplement que, premièrement, la Cour de justice n'a pas fini son travail. Deuxièmement, elle est saisie aussi de l'abstention de combattre un sinistre, qui peut donc être à tout moment reproché à Madame Buzyn, donc elle n'est pas blanchie. Elle a le statut de témoin assisté, ce qui change évidemment symboliquement, ça change, mais elle est toujours, visée par les poursuites. Donc, mais après, la difficulté, on l'a en pénal tout le temps, c'est que nous, on peut avoir le sentiment qu'il y a une infraction, on peut avoir le sentiment qu'il y a une violation, mais après, pour la faire caler avec le code pénal, il faut quand même bosser. Il y a les éléments constitutifs d'une infraction, c'est pas bon. Alors évidemment, on a une rigueur et une sévérité particulière qui bénéficient à nos hommes politiques, à nos femmes politiques, ou à nos cadres, ou à nos dirigeants, etc. On le voit bien. Il y a un peu de poids, de mesure. C'est-à-dire, on va passer en correctionnel, l'élément intentionnel ou un des éléments matériels va manquer, mais bon, on va être condamné. Puis comme on n'ira pas à la cour de casse, ça passe. Et puis même si on y va, sans doute on sera quand même confirmé. On n'a que 7% de cassation en France. Donc quand on prend sur 7%, il y a une grande partie, c'est politique. Faut pas se mentir. Pour autant, la décision, elle se tient. Elle ressemble
pas totalement un blanchissage de la situation. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'autre infraction. Certes, mais enfin, il y a Maud, quand même, dans les mots utilisés par la Cour de cassation, l'analyse qu'elle fait de la mise en examen et des raisons de la mise en examen. La Cour de cassation explique que les textes qui étaient visés par la Cour de justice de la République n'impliquait pas d'obligation de résultat, mais simplement une application de texte. Pour beaucoup de Français, c'est quand même compliqué de s'entendre dire que eux, on leur a dit soyez responsables. Non, mais c'est insupportable. Et pour les ministres, mais vous êtes juste là pour appliquer. Non, mais moi je valide pas ce qui se passe. Hein. Mais clairement. On va pas remonter trop loin. On va dire depuis les années. On va dire qu'au départ de notre 5e constitution, il y a une responsabilité qui est inhérente, mais aux individus et à la fonction, parce que les individus estiment devoir être responsables. Donc on l'a vu, après on n'est pas forcément tous gaullistes, mais enfin on a vu ce que ça pouvait représenter dans l'esprit d'un Charles de Gaulle par exemple. Et puis quand on regarde toute l'histoire de la Ve République avec cette recherche d'irresponsabilité, notamment pénale, des chefs d'État et de tous ceux qui sont au pouvoir, on n'est pas idiots, on a bien compris qu'en gros ils veulent nous dire, ils nous mettent sous couvert de la nécessité d'avoir les mains libres, de ne pas avoir peur, etc. Il faut pouvoir exercer le pouvoir sans crainte. Bon, moi, on n'est pas débiles, on a bien compris que quand même l'idée c'est, moi j'ai mes 5 ans ou 10 ans, mes 5 ans ou mes 14 ans ou mes je ne sais pas combien d'années là et je vais faire ce que je veux. Venez me chercher après, il nous l'a quand même dit, pour ce qui concerne Emmanuel Macron. Et puis les ministres, c'est pareil, à chaque fois ça a été responsable et pas coupable, mais non, mais je ne savais pas, mais je peux pas tout savoir, mais vous vous rendez compte. En gros, c'est ça l'idée. Moi, je me souviens, et ça m'a frappé parce que ça bénéficie à un chef d'État étranger, mais quand Kadhafi avait été visé par une poursuite en matière de terrorisme sur notamment les attentats de l'UTA, c'est des vieux attentats qui avaient été commis possiblement par des agents libyens. Le juge d'instruction avait mis en examen Kadhafi. La cour d'appel avait confirmé, la Cour de cassation a refusé cette mise en examen au bénéfice d'un chef d'État étranger. C'est signifiant, c'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, dans notre système, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de responsabilité civile, pénale et même politique, finalement, de nos gouvernants. Ce qui est un problème pour le citoyen qui s'est entendu dire soyez responsables, mettez vos masques, faites-vous vacciner, mais justement, moi, ce que je trouve très grave, depuis 2020, mais je pense bien avant, mais là c'est vraiment énorme, c'est que c'est pour moi encore beaucoup plus grave que vous êtes responsable et nous pas, c'est l'État démissionne et remet entre les mains de chaque citoyen la responsabilité de faire ce qui doit être fait. Je trouve ça pire. Parce que eux soient pas responsables et qu'on le soit, bon, je veux dire, dans les faits, de toute façon, c'est une évidence. Mais là, c'est pire. La crise sanitaire, non. On ne s'occupe pas des hôpitaux. Vous, débrouillez-vous pour ne pas tomber malade. C'est vous qui vous vaccinez, c'est vous qui mettez des masques. Non, on n'a pas besoin de vous mettre de médecins à disposition. Et c'est cet état d'esprit, en fait, qui est en filigrane de la décision. Le problème, c'est que techniquement, elle se justifie. Parce qu'en fait, elle est dans la droite ligne de tout ce qui a toujours été fait. Ce qui est dommage et ce qui est, à mon avis, signifiant pour nous, c'est de dire, de toute façon, si ça avait été moi, ils n'auraient pas appliqué les textes avec autant de rigueur. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, moi, je pense que ça creuse le gouffre, en fait. Et c'est mauvais. Alors, concrètement, dans le dossier Buzyn, est-ce que la deuxième incrimination, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire qu'est-ce que la Cour de cassation pourrait valider aujourd'hui comme poursuite si la Cour de justice de la République s'appuyait sur le sujet? Moi j'ai l'impression que ça tient un petit peu plus facilement, d'abord parce que c'est moins rigoureux. Abstention de combattre un sinistre, c'est quand même assez clair. Les éléments constitutifs, pour le coup, sont clairs. Étant donné que la Cour de justice, pour le coup, l'enquête n'est pas invalidée, c'est important, les expertises non plus. Donc ça veut dire qu'ils cherchent vraiment. Bon, déjà, il y a une volonté au niveau de la Cour de justice de la République de poursuivre, ou en tout cas d'enquêter.
C'est-à-dire pour nous, c'est très important qu'il y ait des éléments qui soient recueillis. Ça, pour moi, c'est déjà fondamental. Le simple fait qu'on enquête veut dire qu'à un moment, on aura accès à des informations qu'on voudrait avoir. Donc ça, c'est très très important. Et comme on sait tous qu'ils n'ont rien fait, alors c'est ambigu notre position, faut quand même là aussi, je réfléchissais à cette stratégie ce matin, je me disais mais c'est pas simple parce que on leur reproche une abstention, mais après on leur reproche d'en avoir fait trop. Donc il faut aussi être juste dans la présentation qu'on fait des choses. Donc sur la période Buzyn, qu'est-ce qu'on reproche? D'avoir vendu les stocks de masques, ne pas avoir pris des mesures, ne pas même prendre la mesure de la gravité de la situation, à condition qu'on considère qu'elle était grave. Donc là, je pense que l'abstention de combattre un sinistre est vraiment flagrante. Et d'ailleurs, ça m'étonne un peu que, je ne sais pas exactement, j'ai évidemment pas accès au dossier pénal, mais ça m'étonne un peu pourquoi ils ont fait ce choix de la mettre en examen pour mise en danger, qui est quand même une infraction plus grave, c'est sûr, et pas les deux. Enfin, voilà, ça là-dessus, il y a un vide. Est-ce que la Cour de justice peut encore décider de requalifier le dossier oui, alors, mais ça, et de lancer les poursuites sur ce motif-là? C'est ce qu'il y a de bien en pénal, c'est qu'en fait, on enquête sur des faits qui sont qualifiés d'une certaine manière au départ. Mais une fois qu'on a recueilli toutes les informations qu'on cherchait, on peut très bien considérer ah ben non, on s'était trompé d'infraction, parce que c'est quand même un truc, c'est une espèce de cuisine en fait. La qualification, c'est on regarde il y a quel élément matériel, quel élément intentionnel. Bon bah ça colle pour donner telle ou telle infraction. Donc si la Cour de justice se rend compte qu'il y a soit les mêmes faits ont été mal qualifiés, soit de nouveaux faits apparaissent, parce qu'il y a ça aussi, il peut y avoir des faits nouveaux qui émergent d'une enquête. À ce moment-là, du moment qu'on respecte un certain nombre de règles un peu compliquées, mais du moment qu'on respecte le droit de la défense, etc., on peut très bien faire une nouvelle mise en examen, un renvoi pour un autre motif, une mise en examen, ce qu'on appelle supplétive. Ils peuvent substituer l'un à l'autre. C'est là où on va voir aussi s'il y a une vraie volonté de poursuite ou pas. Moi je crois qu'on peut déjà se réjouir qu'il y ait une enquête. Elle a l'air quand même d'avoir été faite de manière très large, puisque d'après l'arrêt de la Cour de cassation, il y a une question, savoir si on est en dehors des faits dont la Cour était saisie ou pas. Donc ça veut dire quand même ils essayent d'enquêter au plus large. Il va falloir à un moment qu'effectivement on puisse, j'espère un jour, on pourra juger nos dirigeants pour des choses graves. Bon, pour l'instant ça n'arrive pas. Mais je me dis que peut-être via la transparence de l'enquête, on pourra y voir un petit peu plus clair aussi. Et encore une fois, réfléchir tous ensemble aussi sur cette question. Bon, abstention de combattre un sinistre. Puis derrière, il y a des gens qui ont porté plainte contre d'autres ministres pour en avoir fait trop. Donc il va falloir là aussi peut-être donner une cohérence à ces choses, parce que je dis pas que c'est incompatible. Je dis juste que ça peut prêter à la critique aussi. Et puis bon, malgré tout, on n'a pas lu toutes les plaintes. Moi j'en ai lu quelques-unes, donc elles n'étaient pas toutes bien rédigées. Ouais, pertinente. Alors c'est un peu le problème aussi qu'on rencontre actuellement. Moi je le dis, je profite que voilà, les gens vont nous entendre sur ça. Moi je pense que effectivement tout le monde est libre d'attaquer ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais empêcher ça. Par contre, il n'y a pas forcément tellement de cohérence, et il y a beaucoup de procédures qui sont, comme moi je dis, one shot. Ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche pas, ça marchera plus pour personne. Donc des fois, il faut... Par exemple le Conseil d'État, la décision qui est tombée au mois de décembre, les gens qui ont attaqué les premiers décrets de mise en œuvre de l'obligation vaccinale et du pass vaccinal, etc. Il y a eu des particuliers qui ont saisi le Conseil d'État avec leurs moyens, et je ne leur reproche pas. Mais sauf que, une fois que le Conseil d'État a statué, ça ferme la porte à beaucoup de recours. Par exemple, les soignants, il y a une partie de leurs arguments qui sont tombés à cause de cette jurisprudence, ce précédent. En tout cas, on va leur opposer. Je ne dis pas qu'automatiquement ils ont raison de nous l'opposer, mais maintenant c'est facile, les établissements nous disent regardez, ils ont validé l'obligation vaccinale, donc allez vous coucher. Ça peut être embêtant, donc ça nous demande du travail. Voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est bien d'agir, mais parfois il faut un petit peu synchroniser les choses et se poser la question de savoir si en agissant on n'est pas en train de couper l'herbe sous le pied à d'autres arguments ou à d'autres personnes. Et il faudrait un peu coordonner, ou je sais pas, en tout cas peut-être mieux communiquer
Mais là, typiquement, ça aurait pu être un vrai problème s'il n'y avait pas eu le second chef de poursuite. Est-ce que tu comprends quand même à travers tout ça, puisque tout le monde a compris par ailleurs que la procédure de la Cour de justice de la République est une procédure longue, complexe, est-ce que tu comprends que les gens se disent il y a ouvertement une justice à deux vitesses, c'est-à-dire que le citoyen lambda qui se balade avec une pancarte qui déplaît, il se fait épingler, et le ministre qui fait connerie sur connerie, lui... Non, mais c'est moi je crois que c'est honteux, c'est insupportable, et c'est pire que ce qu'on pense. Parce que nous, quand on fait des actions qui sont beaucoup plus techniques, civiles par exemple, Carlo Brusa en a fait, j'en connais vraiment des précises, hein. On a des choses qui sont énormes, du style, au dernier moment on nous change de juge. Donc ça n'arrive jamais. Je veux dire, moi j'ai 25 ans de barreau, j'ai jamais eu un juge qui au dernier moment est déchargé du dossier. Donc on a un juge, puis tout d'un coup c'est un autre. Donc on nous change d'audience. Et là, je sais que Réaction 19 attend une décision depuis quasiment 6 mois sur un truc technique. C'est oui ou c'est non. Je veux dire, c'est pas la peine de... et puis, donc... Comment on t'explique qu'on change de juge? Ça veut dire comment, en tant que professionnel, t'interprètes ça? Moi, je pense, on a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps de la politisation des juges. Moi, je pense clairement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, je peux penser que ce soit le ministre, je sais pas. J'aimerais pas que ce soit le ministre de la Justice, mais pourquoi pas? C'est peut-être le président du tribunal qui, par souci de ne pas faire d'ennui, a préféré changer ce juge. Enfin, il y a un rôle normalement. Il y a un rôle, c'est-à-dire il y a une liste des juges avec des dates auxquelles ils sont censés prendre les audiences. Donc pour les gens qui découvrent, le rôle c'est en fait le rouleau, comme on disait avant, où on inscrit tel jour, tel juge décédé. Voilà, le lundi c'est Monsieur Tartampion, le mardi c'est Madame Dupont, et voilà, et ça bouge pas normalement. Donc déjà ça c'est une première chose. Et donc on change de juge pour avoir un juge plus accommodant. C'est ce que j'ai compris. Bon, j'aurais préféré qu'il choisisse un juge moins accommodant. Manifestement, il est plus accommodant puisqu'il ne rend pas de décision. Voilà typiquement le genre de choses. Donc oui, il y a une justice à deux vitesses, c'est clair. Et actuellement, la justice à deux vitesses, elle est en faveur du pouvoir en place, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a eu aussi des périodes dans la vie, dans l'histoire de notre pays, où ça a été l'inverse. C'est-à-dire où par réaction, les juges, on appelait ça le gouvernement des juges, c'est-à-dire par réaction, ils prenaient la posture inverse. Bon, il faudrait qu'on leur demande juste de faire du droit, en fait. Ce qui serait bien, c'est qu'ils appliquent les textes, qu'ils respectent le raisonnement juridique de base et qu'ils ne fassent pas de politique, en fait. Qu'est-ce que le citoyen lambda peut faire pour remettre la justice dans quelque chose qui ressemble à de la justice? D'abord, moi je pense qu'il faut, là on en parlait encore hier dans des réunions d'avocats, moi je pense qu'il faut durcir le ton. Je pense qu'il faut durcir le ton, faut plus être... il faut y aller. Faut rien lâcher, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'il faut arrêter de faire de la diplomatie de base. Ça suffit. Maintenant, on peut constater que l'état de droit n'existe plus, ou en tout cas a été sérieusement écorné. Donc, pour moi, il faut durcir le ton dans nos procédures. Et je pense qu'il faut qu'on se plaigne. Qu'on écrive... Alors, on sait que ça n'a pas vraiment d'effet. Mais se plaindre auprès des syndicats de magistrats, auprès du ministre, peut-être même auprès tout simplement, comme je sais pas, moi par exemple à Avignon, je sais qu'une de mes consoeurs avait fait une petite réunion sur le parvis du tribunal pour que les gens simplement avec des pancartes et très calmement indiquent qu'ils étaient en désaccord avec la manière dont la justice était rendue au nom du peuple français. Elle est rendue au nom du peuple français, la justice, pas au nom du président de la République ou de LREM. Donc, pour les gens qui ne savent pas, donc, quand on reçoit un délibéré, il est écrit au nom du peuple français. Au nom du peuple français. Et c'est important parce que je pense que, d'ailleurs, on a des confrères qui l'ont brillamment plaidé en disant vous rendez la justice au nom du peuple français et vous ne la rendez pas ni au nom de l'opinion publique ni au nom des gouvernements. C'est quelque chose d'important. On voit d'ailleurs ce mouvement de recul des juridictions des juridictions dites populaires, c'est-à-dire les cours d'assises. On a vu là, ils veulent arrêter ça. C'est pas rien. Ça veut dire, oh là là, ces gens-là, on les tient pas. Je pense qu'il faut se manifester et puis il faut faire des procédures. Voilà.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un certain nombre de délits syndicaux qui sont reprochés à des CGTistes, mais sur des motifs qui, je suis sûr, t'inspireront. À bientôt, Maud. À bientôt.